En août 2015, alors qu'ils sont en train d'écrire un livre qu'ils annoncent choc et très critique sur la famille royale marocaine, les deux journalistes sont arrêtés dans les couloirs d'un hôtel de luxe à Paris. Ils viennent de signer cet accord financier avec un avocat de Sa Majesté le roi du Maroc. 2 millions d'euros contre l'arrêt définitif de toute enquête dans ce pays. Par ce texte, nous déclarons que nous n'écrirons plus rien sur le royaume du Maroc et nous ne nous exprimerons plus jamais publiquement sur ce pays. En contrepartie du versement de la somme de 2 millions d'euros. Nous confirmons avoir reçu à ce jour une avance de 80 000 euros. Les Marocains qui avaient alerté la police française ce jour-là accusent les journalistes d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc pour lui soutirer les 2 millions d'euros. Immédiatement mis en examen, Éric Laurent et Catherine Graciet affirment au contraire que le régime de Rabat est à l'initiative de la proposition financière pour acheter leur silence. Au bar de cet hôtel, les deux journalistes en tout cas ont cédé aux sirènes de l'argent et décrédibilisé tout leur travail. De toute façon, chantage, je pense, qui a pris l'initiative? Ça, la justice le dira, mais c'est secondaire. Ce qui est établi d'ores et déjà, c'est qu'ils ont accepté de se laisser acheter. Et c'est fini. C'est fini. Le mal est fait. Jusqu'à cet épisode, les deux journalistes étaient des spécialistes reconnus du Maroc. En 2012, leur précédent livre, Le roi prédateur, dénonçait la mainmise de Mohamed VI sur l'économie de son pays. Cette enquête à charge n'avait fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire par le Royaume du Maroc. C'est pour cette raison que nous avons demandé à Catherine Graciet d'être consultante sur notre documentaire. Elle avait accepté notre proposition et nous avait ouvert son carnet d'adresses. Nous lui proposons une interview pour comprendre, elle, qui critiquait si durement le régime marocain. À un moment donné, oui, j'ai voulu l'argent. Et je l'assume. Et je l'assume pleinement. Voilà. Et j'ai aucun problème avec ça, à l'assumer. Vous vous dites pas, je suis journaliste, c'est ma vie, je suis en train de rayer d'un trait de plume 10 ans de carrière. Mais peut-être que j'en ai marre d'investiguer sur le Maroc. Peut-être que je crois plus à l'investigation sur le Maroc, à ce moment-là. Peut-être que je me dis, on a fait le roi prédateur, on a pris des risques juridiques immenses. Mais qu'est-ce qui a changé? Je vois dans la presse, tous les jours, qu'il est encore plus prédateur, que ces sociétés gagnent encore plus de contrats, sont encore plus présentes. Catherine Graciet a perdu la foi. Elle dit être allée au rendez-vous avec l'avocat marocain simplement pour prendre la mesure de la proposition financière. L'espace d'un instant, à l'hôtel Raphaël, elle se voit riche. J'ai eu 20 minutes, c'est à peu près le temps que j'évalue, où j'ai flanché. Voilà. De façon humaine, parce que je me suis vue avec de l'argent, beaucoup plus d'argent que ce que je ne pourrais gagner en beaucoup de temps, quoi. Voilà. Vous ne dites pas, c'est quand même malhonnête ce que je suis en train de faire, je ne vais pas pouvoir me regarder dans la glace? Ah ben si, bien sûr, ah ben si, je me dis c'est minable, et ça l'est, c'est minable. Mais j'ai l'impression que je commets une faute déontologique, je me dis c'est vraiment pas bien, mais en fait je suis en train de négocier pour moi, hein, un accord privé. Pour remporter le morceau, l'avocat marocain propose même une avance en liquide. Il arrive avec deux enveloppes dans une sacoche. Et moi, il me fourre la mienne dans le sac. Et il me dit, là, il était stressé. Il me dit, votre sac. Et je lui dis, il est là. Il me fait, ah. Puis il m'aide à la mettre dedans, quoi. Voilà. Puis Éric Laurent m'en prend son enveloppe comme ça à la main. Je trouvais bizarre, mais bon, il le prend à la main. Ça représente quoi, 40 000 euros? Une enveloppe à 4, même pas remplie. Les deux journalistes ont pris l'argent. De façon purement égoïste, sans se préoccuper des conséquences de leur acte. Car le grand gagnant de cet épisode, c'est le régime marocain. Le régime dit, vous voyez, ces Français qui viennent nous faire la leçon, ils touchent. On les achète avec une enveloppe pleine de billets, petite coupure. C'est misérable, c'est-à-dire que la parole française, du journalisme français est dévaluée.
elle est dévaluée. Nous perdons toute crédibilité pour un temps. Depuis qu'il règne sur le pays, Mohamed VI, le progressiste, s'est transformé en monarque autoritaire assumé. Le roi du Maroc est le chef suprême des armées. Et aujourd'hui, comme hier sous Hassan II, l'armée demeure le principal pilier du régime. L'armée au Maroc coûte, d'après les estimations de la CIA, 5,1% du PIB. 5,1% du PIB lorsque la moyenne mondiale est de 1,9%. Ça veut dire que nous avons un système Maroc dans lequel l'armée coûte 3,2 points de PIB de plus que ce qu'elle aurait coûté dans un pays normal. Les liens étroits entre l'armée et le palais datent du début des années 70, au moment où Hassan II survit aux 2 coups d'État militaires. Les 2 tentatives de putsch ont échoué. Mais comme Hassan II n'a plus confiance en ses généraux, il va leur faire une proposition. Suite à ces 2 coups d'État, le roi avait réuni l'essentiel de ses officiers. Il leur a explicitement dit « faites de l'argent et oubliez la politique ». Le deal entre le roi Hassan II et ses généraux était simple. Enrichissez-vous et foutez-moi la paix. Ce pacte de corruption en bonne et due forme pour protéger la monarchie va générer de nombreuses dérives. Mohamed VI se veut roi réformateur, mais dans l'armée, il ne va rien faire pour changer les choses. L'histoire de Mustapha Hadib, un ancien officier de l'armée de l'air marocaine, est emblématique. En 1999, le capitaine Hadib découvre qu'au sein de sa base militaire, dans le désert du Sahara, l'un des hauts gradés détourne du carburant au vu et au su de tout le monde. Ce carburant-là, il le revendait à des stations-service lambda. Un camion citerne, ça fait 5 000 €. On pouvait en vendre un tous les jours. Donc, ce n'est pas énormément d'argent. Mais pour un petit site dont le Maroc a des milliers, ce n'est pas des dizaines ou des centaines, c'est des milliers de sites comme celui-là. Donc, 5 000 € par jour. Je parle que du carburant. Ça atteint des millions d'euros par jour qui partent dans les poches de grands officiers de l'armée marocaine pour acheter leur silence, pour qu'ils puissent soutenir toujours le régime tel qu'il est. Mustapha Hadib prend sa plume. Il dénonce ce qu'il a vu. L'officier qu'il a mis en cause est immédiatement jeté en prison, puis traduit devant un tribunal militaire. Juste après, j'ai été puni moi-même pour participation au détournement de carburant. J'ai eu 45 jours d'arrêt. C'est le roi lui-même, par sa propre main, Mohamed VI, qui a signé ce document. Les mutations abusives, sans fonction, moi qui avais toujours de belles fonctions, de beaux bureaux, beaucoup de militaires, beaucoup d'officiers sous ma responsabilité, beaucoup d'ingénieurs, je passe de tout ça à rien, même pas une chaise, même pas un bureau. Dans l'armée marocaine aujourd'hui, la corruption a pris plusieurs visages. Certains hauts cadres n'ont plus aucune limite. Ils privatisent carrément les soldats de leur régiment pour leurs besoins personnels. Affecté au début des années 2000 dans une caserne de Casablanca, Abderrahim Mernissi était simple soldat dans l'armée de terre. Après une année passée dans l'armée, le chef de la caserne m'a affecté en tant que planton dans sa propre maison. J'étais sous les ordres de sa femme. Elle me demandait de faire des tâches ménagères. Je m'occupais même de sa tortue. Je n'avais pas mon mot à dire. Je devais exécuter les ordres. Lorsque le soldat Mernissi refuse d'exécuter les ordres, il est emprisonné pendant 6 mois. Traduit devant un tribunal militaire, il est ensuite accusé de violence sur son supérieur, puis inculpé pour vol et trahison, avant d'être finalement exclu de l'armée. J'ai écrit au roi, car les responsables militaires relèvent directement de son autorité. C'est écrit dans la Constitution. Le roi
est le chef suprême des armées. Et si le roi prend une décision, personne ne peut la contester. Les jugements et les lois sont promulgués en son nom. En fait, sous l'autorité du roi, il n'y a que des exécutants. La monarchie marocaine doit son autorité et son pouvoir à la fidélité de ses généraux. Mais aujourd'hui, la corruption ne serait pas cantonnée aux seuls militaires. Elle aurait gangréné de nombreux autres corps de fonctionnaires. Aujourd'hui, au Maroc, la corruption, elle a été institutionnalisée. Ça veut dire que moralement, les gens n'ont plus cette éthique de dire que ça, il faut le faire ou ça, il ne faut pas le faire. L'un des exemples que connaissent toutes les familles marocaines, c'est que dans les écoles publiques marocaines, il est fréquent que les instituteurs et les professeurs exigent de leurs élèves de venir en cours supplémentaires payants à l'école même, le cours supplémentaire étant dispensé par le prof lui-même. Et il est connu que ceux qui sont récalcitrants à l'invitation de prendre des cours supplémentaires ont souvent des difficultés à obtenir des bonnes notes et à passer à classe supérieure. C'est ce que j'appelle une forme de privatisation de l'éducation publique au Maroc. Je ne pense pas du tout qu'en haut lieu et qu'au palais, le roi soit ravi de cette situation. Mais le courage pour confronter tous ces lobbies a souvent manqué jusqu'ici. Manque de courage ou volonté de rester dans le statu quo. Car c'est vers les affaires que le roi et ses hommes sont entièrement tournés. Après avoir investi dans les nouveaux secteurs de la banque ou de la téléphonie mobile, ils vont rendre la holding royale encore plus rentable.